Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e des prix de la saison consacré au Grand Prix de Hongrie, un nouveau week-end très chargé en Formule 1 avec une annonce de retraite choc le jeudi, des essais intéressants le vendredi, de la pluie le samedi et des résultats à analyser en profondeur le dimanche, mais au final qui ne vont faire que confirmer les grandes tendances de fond que l'on a déjà longuement développées sur cette première partie de saison. C'est parti. Allez, on perd pas de temps, on démarre par l'immense enseignement apporté par ce week-end de course. On le savait déjà, mais cette Scuderia Ferrari là ne peut pas remporter le titre. Alors déjà, ils ont eu énormément de mal à mettre les pneus dans la bonne température et à faire fonctionner la voiture au maximum de son potentiel. Ils sont chanceux le samedi qu'Hamilton et Verstappen n'aient pas fait de meilleur temps que cela. Et le dimanche, ils ont quand même foutu à la poubelle une nouvelle victoire toute faite. Une fois que Leclerc avait dépassé magnifiquement Russell, il contrôlait la course, creusait l'écart sur tout le monde et avait des pneus plus frais. La stratégie medium soft est alors la seule viable pour les hommes du top 6, tout le monde l'a compris, Leclerc va aisément la tenir, et ce même si Max décide de s'arrêter à 32 tours de l'arrivée. Peu importe, il est en contrôle, il finira en soft, et c'est la seule bonne stratégie à faire. Eh bien non, ils ont décidé de couvrir directement Max Verstappen en chaussant des pneus hard à Charles Leclerc à 31 tours de l'arrivée, alors qu'on savait dès le vendredi que les pneus hard ne marchaient pas, surtout avec ces températures, qu'Alpine était totalement en train de s'écrouler sur ses gommes, qu'il n'y avait en plus pas besoin de couvrir Verstappen, ou alors si t'estimais qu'il était plus rapide que toi, eh bien fallait pas t'occuper de lui, et que dans tous les cas, la seule stratégie viable, la seule qui n'aurait pas fait perdre de temps à Leclerc, c'était medium soft, et il la tenait aisément. Ses médiums étaient en pleine forme, il était l'homme le plus rapide en piste, il pouvait encore faire 15 tours comme ça n'a absolument aucun sens. À partir de cet arrêt, tout est complètement fini pour Leclerc, il n'y a plus rien à espérer, tout s'est envolé en une fraction de seconde, et c'est une erreur qui n'était même pas envisageable. Pirelli n'avait même pas pensé à la stratégie medium hard, et je suis sûr que Ferrari non plus. Mais comme Verstappen s'est arrêté, ils ont complètement paniqué, alors qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était garder la track position d'un Leclerc qui était confortablement en tête, et faire la seule stratégie qui marchait pour tout le monde. Aucun sens. Binotto osait dire que le problème hier c'était le rythme de la voiture, pas la stratégie. Alors c'est vrai que c'était pas fou niveau rythme, mais ce n'est certainement pas là-dessus que Leclerc a perdu la victoire, ou même perdu le podium, ou même perdu le top 5. On rappelle qu'il fait 6ème alors qu'il était premier et l'homme le plus rapide en course, au 39e des 70 tours. Le rythme de la voiture n'a rien à voir avec son résultat final, c'est n'importe quoi d'oser dire ça. Encore une fois, Ferrari a saboté son meilleur pilote, celui qui court comme un potentiel champion du monde, le seul de ces deux qui pouvait gagner la course hier. Eh bien non, ils ont fait un choix complètement idiot et incompréhensible pour lui enlever cette victoire pour la 5e fois de la saison. 25 points perdus sur le moteur à Barcelone, 13 perdus sur la stratégie à Monaco, on va dire seulement 18 perdus sur le moteur à Bakou, 13 encore perdus sur la stratégie à Silverstone et 17 perdus hier sur la stratégie en Hongrie. Ça fait 86 points que Ferrari a fait perdre à Leclerc sans qu'il n'y soit pour rien. C'est même 96 si on ajoute le delta de points que Verstappen a regagné grâce à ça. Le Monégasque, lui, a lâché 37 points par ses propres erreurs, 6 à Imola et 32 au Castellet, mais voilà comment on en arrive à 80 unités de retard sur Verstappen, alors que Leclerc, qui n'a fait que seulement 5 podiums cette année, c'est moins qu'Hamilton, et seulement 1 depuis Miami, alors qu'il aurait dû gagner au moins 5 ou 6 de courses qui ont eu lieu entre temps. Et bien voilà comment il est aussi loin, et sincèrement, en fait, il ne peut juste pas gagner avec une équipe comme ça. Ferrari est incompétente pour jouer la victoire en Formule 1. L'erreur qu'ils font hier sur la stratégie, c'est pire que tout. C'est vraiment pire que ce que j'imaginais, pire que les pires critiques qu'on a pu leur faire. Il y a même pire que ça, c'est l'incapacité à pointer correctement du doigt les erreurs, à se remettre en question et le fait de se justifier tout le temps de manière complètement bidon, ce qui vient encore plus mettre l'écurie et les pilotes sous l'eau. Sur la piste, il n'y a absolument rien à reprocher à Charles Leclerc, hormis les 2 erreurs dont on a déjà parlé. En vrai, il pilote comme le champion qu'il aurait dû devenir cette année, encore hier. Il est également bon sur la communication avec l'équipe et sur la diplomatie, je le trouve très propre, et également sur la stratégie. Hier, comme à Monaco, il avait en tête la bonne stratégie, a tenté de l'imposer à l'équipe, mais on l'a contredit.
Pour moi, il est donc suffisamment proactif et stratège. Je ne le trouve absolument pas soft avec l'équipe, je pense qu'il a ce qu'il faut pour être un grand, et il est le dernier responsable de la débâcle Ferrari, il faut le dire. En revanche, là où je l'attends dorénavant, et je l'avais déjà dit sur le plateau des pistonnés après la course à Silverstone, c'est sur le côté caractère. Les grands champions façonnent les écuries. Maintenant, il doit secouer, il doit remodeler la Scuderia, imposer sa vision, son mode de commandement, peut-être aussi ses hommes, et en tout cas sa stratégie. Pour moi, je le redis, c'est sa seule chance d'être champion chez Ferrari un jour, et c'est désormais là-dessus qu'on va un petit peu tous le juger. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il doit aller voir Lapo Elkan, le grand patron, et dire stop, on change, on fait comme ci, on fait comme ça. S'il ne le fait pas, il continuera de se faire avoir par l'incompétence de sa propre écurie, qu'il ne peut pas vraiment gérer, mais voilà, en tant que grand champion, faut qu'il mette un coup de pied dans la fourmilière, sinon il sera toujours une victime de sa propre équipe, et ce n'est pas possible pour un mec de son talent. Le problème, c'est qu'il faut tout changer et que l'institution Ferrari serait capable de lui en vouloir et de lui faire porter le chapeau pour avoir osé dire ce qui n'allait pas. Les faux principes de l'écurie la plombent en permanence. Et puis, y a-t-il réellement un moyen de transformer ce massacre bureaucratique en machine de guerre, surtout depuis la place d'un pilote? On sait que le pilote, il ne peut pas tout faire. Schumacher, il avait Braun et il avait Todd. Leclerc, lui, il n'a personne. Donc dur de lui demander de faire changer Ferrari complètement. Ça ne tient absolument pas qu'à lui. Lui, il peut piloter comme il veut. Si les mecs décident de lui mettre des pneus hard qui marchent pas, il pourra jamais gagner. Et j'ai du mal à lui en faire tirer le chapeau. En fait, je le trouve un petit peu coincé. Je veux bien votre avis sur la question. Que devrait-il faire? Quelle est sa part de responsabilité dans le désordre interne de Ferrari? Selon moi, très peu, et il n'y a pas grand-chose à faire. Il peut peut-être demander la tête de Binotto, mais bon, si on n'a que la tête de Binotto, rien ne changera fondamentalement dans l'écurie. Est-ce qu'il y a au sein de la Scuderia les bons hommes? Est-ce qu'il y a le bon mode de fonctionnement? Je ne sais pas s'il y a un moyen de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'été, des choses doivent absolument bouger, et que cette saison, elle est d'ores et déjà complètement gâché. Et pour la 8e fois en 13 courses, c'est Max Verstappen qui s'est imposé, et j'ai envie de dire peut-être pour la 5e ou 6e fois. C'est notamment dû au fait que Ferrari s'est auto-enlevé de la course, il n'a même pas eu à lutter pour gagner. Peut-être qu'il l'aurait fait à la régulière parce qu'il était très rapide avec de superbes dépassements et un énorme rythme. Dès qu'il a eu l'air libre, il a vite menacé les Ferrari et Russell. Mais bon, voilà, malheureusement, il n'a pas eu à forcer son talent pour gagner. Red Bull a appliqué la seule stratégie viable, 2 fois les médiums, 1 fois les softs. La tentative d'undercut sur Sainz et Russell était très intelligente, mais ils pensaient récupérer seulement la P2, sauf que non, Ferrari est tombé dans un piège qui n'était même pas tendu, qui n'existait même pas. Sincèrement, je vais pas m'étaler longtemps sur Verstappen et Red Bull, car hier, ils ont simplement excellemment bien fait leur métier. Rien de plus, voilà. Eux, ils avaient leur stratégie, ils avaient leur rythme, Verstappen a été parfait, le muret des stands n'a pas paniqué, voilà. C'est comme ça qu'on fait la course à haut niveau, ça démontre juste toute cette aisance dans la victoire, à quel point eux sont forts, et à quel point la Scuderia n'arrive pas à jouer dans leur cours. Actuellement en Formule 1, et peut-être pour un petit moment, il n'y a pas plus fort que le duo Verstappen-Red Bull. Et je dis ça en mettant beaucoup de valeur sur les deux entités à titre individuel. Voilà, il faut se rendre compte, Max il va avoir 25 ans, 2 titres de champion du monde, et bientôt seuls Schumacher, Hamilton, Vettel, Prost et Senna auront plus gagné que lui en Formule 1. C'est fou à dire vu son âge et vu comment ça se passe sous nos yeux, mais en fait on tient déjà une légende vivante. Alors essayons de nous en rendre compte le plus tôt possible pour pouvoir l'apprécier. Des légendes vivantes, eux aussi le sont, c'est évidemment Mercedes, nouveau double podium, première pole de la saison, et un rythme le dimanche capable de jouer le podium à la régulière. Waouh, ça progresse, ça ne fait toujours absolument aucune erreur, ça n'abandonne toujours pas, les deux pilotes sont toujours autant parfaits. Là aussi, et je vous l'ai dit en intro, ça ne fait que dérouler les longues trames qu'on a vraiment vues dans cette première partie de saison. Mercedes n'a pas la voiture qui vaut 20 sur 20, mais en termes d'exécution, de maximisation, d'optimisation, c'est un rêve éveillé, ils sont juste trop forts sur tous les aspects de la course. Alors, ça joue toujours pas la victoire, ils n'ont pas le rythme de Leclerc et de Verstappen, c'est une évidence, et je pense en plus que les températures ont pas mal aidé à rehausser leur niveau de performance le week-end dernier, donc doucement, on est encore très loin à la régulière, mais vu que Ferrari s'auto-embête elle-même et met des bâtons dans les roues de Leclerc, et que Sainz c'est parfois un petit peu moyen, et que Pérez galère,
et bien Mercedes a de plus en plus souvent la deuxième et la troisième meilleure voiture du championnat, et sait parfaitement l'utiliser. Donc attention, les flèches d'argent portent très bien leur nom parce qu'elles sont en train totalement de piquer les rouges. Il n'y a plus que 30 points d'écart pour la P2 au championnat. On le voit tous venir en vrai. En vrai, on le sait tous comment ça va finir. Alors si Lewis m'avait un peu laissé sur ma faim le samedi, où le souci de DRS ne peut pas à lui seul expliquer une telle occasion ratée et un tel écart avec George, dimanche il a pondu un nouveau chef-d'œuvre pour aller chercher son 5e podium consécutif, en allant globalement plus vite que Sainz et en étant, une fois Leclerc éliminé, le deuxième homme le plus rapide en piste. Absolument incroyable. Quant à George, je suis un petit peu dégoûté car sa pole était splendide et son rythme dans les eaux d'Hamilton, mais en faisant soft medium medium au lieu de medium medium soft, eh bien il a perdu la deuxième place. En vrai, il n'y a pas de trop gros regrets car jamais il n'aurait pu la gagner celle-là. Elle était d'abord pour Leclerc, ensuite pour Verstappen et au final, à cause de la stratégie, elle était même un petit peu plus pour Hamilton que pour lui. Donc pas de regrets et lui a été top. Mais la troisième marche du podium a un goût un petit peu amer. En tout cas, ce qui m'a frappé sur George, c'est son calme en menant une course et le fait que quand il a fait la pole, ça semblait absolument naturel pour lui. J'ai vraiment eu le sentiment de voir un mec habitué au fait de faire une pole, de gagner des courses, d'être sur les podiums, alors qu'il n'a qu'une pole et 6 podiums. Voilà. C'était vraiment sa place, c'est pour ça qu'il est né, c'est là où il va être dans le futur. Voilà, c'est rare qu'un pilote fasse ce genre de sentiment, et George m'a vraiment scotché. Je répéterai les mêmes éloges sur lui qu'à chaque des prix. Allez, pour clôturer ce top 6, j'ai quand même envie de dire un mot de Sainz qui m'a au final beaucoup déçu, surtout ce dimanche. Samedi, je trouvais sa performance top, mais avec le recul, peut-être qu'elle était juste bien, et surtout très mise en lumière par une contre-perf de Leclerc qui n'a pas trouvé la bonne fenêtre de gomme. Et par contre, son dimanche, là, il n'y a rien à dire, il était absolument pas au niveau. Contrairement à ce que j'ai pu croire sur lui en voyant sa progression depuis notamment le Canada, eh bien il n'avait pas le niveau de Leclerc, pas le niveau de Verstappen, et au final même pas le niveau des deux Mercedes. Donc vraiment, son rythme dimanche a été extrêmement décevant et on a retrouvé le Sainz qu'on avait vu sur des courses comme Barcelone, comme Bakou ou encore comme Silverstone, vraiment détaché de ceux qui peuvent jouer la victoire, alors qu'au Castellet on a pensé que peut-être que, et qu'en Autriche il avait été très très bon, donc j'ai l'impression qu'il y a une petite régression hier, peut-être circonstancielle. Toujours est-il que Leclerc lui a remis une petite distance et qu'il ne l'a toujours pas battu à la totale régulière en course, à mon sens. Finalement, il n'est peut-être pas encore un des 3 hommes forts de ce championnat et le retour des Mercedes tombe très mal pour lui. Voilà, j'ai cru qu'il était vraiment en train de changer la donne du championnat pour Leclerc, pour Verstappen, pour le constructeur, pour Red Bull, pour la teneur des courses. C'est pas encore le cas. Concernant Pérez, je crois que ça y est, il faut intégrer le fait que Red Bull a désormais totalement focalisé son attention sur Verstappen afin de ramener le titre constructeur. On l'a vu, il a dû s'écarter en 2 virages quand Leclerc est sorti des stands. C'est lui qui teste toutes les pièces le vendredi en essai et on a compris que le développement allait dans un seul sens dans le garage Red Bull. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, on a retrouvé la Red Bull numéro 2 à la Gasly ou à la Albon. Je pense que le Mexicain a quand même pris un sacré coup sur la tête, ça explique un petit peu plus ses contre-performances également. Et voilà, il galère, mais sincèrement je ne le tiens pas comme le principal responsable de cette violente perte de performance. Red Bull refait juste du Red Bull, et j'avoue que j'aime pas trop voir ça. En vrai, la stratégie, elle va sûrement marcher, puisque ça va donner le titre pilote à Verstappen, et ça risque encore de tenir au championnat constructeur, qui n'est même pas une priorité pour Red Bull. Donc bravo, mais pour Checo, ça fait mal, surtout que tu l'avais mis en confiance, et que tu dois encore l'avoir pendant 2 saisons et demie dans la voiture. Donc c'est peut-être pas une excellente idée de faire ça, et encore moins une excellente, du coup, de tirer sur lui dans la presse, comme Helmut Marko l'a fait, puisque du coup, bah, c'est pas vraiment sa faute si la voiture ne lui convient plus. Allez, pour le reste du plateau, on va aller assez vite car finalement ça reprend vachement la physionomie qu'on avait vu se dérouler au Castellet, avec notamment une bataille Alpine-McLaren très très rapprochée, et finalement l'arrivée statu quo, 6 points partout, ce qui finalement n'est pas un moindre mal pour l'écurie française, qui a peut-être eu quelques bâtons dans ses roues durant la course. Heureusement que Ricciardo a été complètement aux fraises, et que c'est des petits points que les écuries se sont disputés. Chaussée-Léard a profondément ralenti les voitures françaises et a donné d'office la 7ème place à Norris sans conteste, mais au final il n'avait qu'un train de médium disponible pour la course. L'erreur avait donc été faite lors des essais. On pourrait aussi questionner la gestion des pilotes qui se sont battus avec trop d'agressivité au départ et qui se sont gênés à un autre moment, permettant à Ricciardo de passer.
Personnellement, j'y vois là une consigne très claire de la part d'Alpine, laissons-les se battre, on avait déjà vu ça du côté de Jeddah. D'un côté, c'est fair, c'est propre pour les deux pilotes, mais attention, à l'avenir, ça pourrait peut-être mal finir, coûter des points, mettre une certaine animosité. Sur ce cas spécifiquement de la Hongrie, je pense que ça n'a rien coûté, parce qu'à l'arrivée, dans tous les cas, il faisait 8e et 9e. Pas grave d'avoir laissé passer Hamilton au départ, pas grave d'avoir laissé passer Ricciardo sur le deuxième relais. Mais voilà, dans d'autres courses, ça sera peut-être plus grave, et j'ai le sentiment que le père Alonso a pas trop apprécié ce que lui a fait le père Esteban, et qu'à l'avenir, il va peut-être fermer les portes et être un poil plus agressif. Attention, faudra gérer ça parce que la bataille avec McLaren, ça va jouer au moindre petit point, faudra pas en laisser un seul en route parce que la hiérarchie des pilotes, ou en tout cas les actions en piste, ne sont pas claires. Attention. Côté McLaren, il est cool de constater que le package fonctionne. Désormais, ils sont beaucoup plus réguliers et ils ont mis fin à leur jour 100. Ils jouent à présent pleinement la 4e place alors qu'avant c'était pas toujours très clair, notamment grâce à un Norris qui a encore fait du Norris, excellent, ne pouvant aller chercher mieux. Ricciardo lui a fait du mauvais, voire du très mauvais Ricciardo, avec en plus une manœuvre ratée sur Stroll. Le marasme ne s'arrête pas pour l'Australien, dont la situation commence vraiment à devenir à la fois inquiétante mais surtout très gênante en interne, notamment dans le paddock. Voilà, on rappelle qu'il n'est toujours pas dans la première partie classement, qu'il a toujours moins de points que Magnussen, 22 à 19, alors que Magnussen conduit une Haas, et Norris a très exactement 4 fois plus de points que lui. C'est vraiment dramatique et je pense que le père Daniel, on va s'en traiter un sujet pendant la trêve de l'été. Concernant les 5 écuries de Hongrie, eh bien le constat commence à être de plus en plus triste de week-end en week-end, car à la régulière, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alpine et McLaren bloquent les 10 places qui rapportent des points. Donc bah voilà, ça devient difficilement atteignable et petit à petit ça sombre dans l'oubli avec un vrai écart qui se creuse entre plusieurs parties de plateau. Alors en vrai, ce n'est pas encore tout à fait le cas d'Aston Martin, j'ai pu le constater au Castellet et ils ont refait exactement pareil ici. Ils sont vraiment la 6e force, ils ont fait un petit pas en avant récemment pour se sortir du fond de grille et ils collent plutôt proche des Alpines et des McLaren, en tout cas ils sont là pour prendre les moindres points. C'est ce qu'ils ont fait, un au Castellet, un ici au Hungaroring. Voilà, ça donne au moins de plus petit espoir parce qu'ils savent que déjà ils ont un objectif pour 2023, recoller à Alpine et McLaren. Et en plus, dans les courses, ils jouent quelque chose, contrairement aux 4 autres écuries qui, à la régulière, ne jouent absolument rien. En course, Stroll parvient à chaque fois à tirer son épingle du jeu en faisant des runs solitaires sur ses gommes. En plus, là, sa qualification était acceptable pour une fois, du coup, il peut jouer plus haut. Vettel, lui, est capable d'aller chercher peut-être plus de performance, mais connaît aussi plus de bas et d'erreurs, et finalement en course, c'est lui qui a pris le dessus et a arraché le dernier petit point. Et mine de rien, petit point par petit point, peut-être qu'un jour, ils vont finir par doubler AlphaTauri et Haas. En tout cas, je pense que c'est l'objectif de leur fin de saison. Chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda n'arrive pas à donner pleine satisfaction, il se met à battre Gasly de plus en plus régulièrement, mais sa course fut difficile avec en point d'orgue ce spin en soft frais. Pas un dimanche catastrophique, mais un dimanche insuffisant. Attention car Iwasa pousse juste derrière. Pierre, lui, n'est clairement pas encore totalement à l'aise avec cette nouvelle AlphaTauri, en témoigne sa qualif qui n'était vraiment pas bonne. Encore une histoire de track limit, vraiment limite, ça joue pas en sa faveur. Par contre, son dimanche, il est très bon, il part des stands, il finit 12e, il a la bonne stratégie, il a le bon rythme, il fait les bons dépassements. Ça, c'est très bien, mais malheureusement, le souci, c'est que la voiture, elle est pas assez bonne. Du coup, il fait tout ça de manière anonyme. Et du coup, bah, c'est un petit peu vain. Et je sais pas s'il arrivera à remarquer des points et des gros points d'ici à la fin de saison. Situation un peu délicate pour Pierre, je pense qu'il aurait peut-être intérêt à faire quelque chose sur le marché des transferts, mais ça, je vous réserve ça pour la semaine prochaine. Alfa Romeo, elle a un petit peu refait surface avec une Q3 et une place non loin du top 10 toute la course, mais ça ne reste pas assez. Le train Alpine McLaren qu'elle devançait en début de saison est largement passé, et celui d'Aston Martin également. En vrai, ils se battent à la régulière pour la P12. Et ils sont toujours pourchassés par les soucis de fiabilité, en témoigne le nouvel abandon subi par un Valtteri Bottas qui avait été plutôt bon. Pour Guan Yu Zhou, c'est dur à juger, sa qualif elle est bonne, mais elle reste derrière Bottas, tout comme son rythme en course, et finalement, vu qu'il se bat en deuxième partie de peloton, qu'on le voit jamais, et qu'on sait pas vraiment le vrai niveau des voitures, eh bien c'est très dur à dire au final. On va dire que c'était pas mauvais, mais que c'était pas non plus éblouissant ou réjouissant comme ça l'était il y a 3-4 courses. Peut-être qu'il est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, sans que ce soit très mauvais.
C'est dur parce que c'est pas des performances qui sont assez bonnes pour lui assurer complètement sa place, mais c'est pas des performances qui sont suffisamment mauvaises pour qu'il soit vraiment sous pression de perdre son siège. On a du mal à savoir quoi penser plus globalement d'Alpha et du coup de Guan Yu. As, elle n'est plus dans le coup, et ce malgré les énormes évolutions apportées du côté de Magnussen, dont on n'a finalement pas réussi à déterminer le vrai niveau, car au final Schumacher a été dans son rythme sur la globalité du week-end, je dirais même plus rapide en course, même si K-Mag a eu ce souci d'aileron à changer en début de course, qui a un petit peu déjà entaché sa remontée. Enfin, Williams reste largement l'écurie avec le moins de potentiel du plateau. Je ne vois pas comment ils peuvent remarquer des points d'ici à la fin de saison, hors course complètement folle, et ce malgré un Albon qui se démène plutôt pas mal, mais le pauvre, voilà, malheureusement on le voit pas du week-end, et un Latifi qui m'a semblé moins loin ce week-end avec la voiture 2.0, mais il fait quand même dernier en qualif, et en course il est quand même battu par Albon, donc on va pas non plus sauter au plafond, mais c'est moins pire que ce que c'était en début de saison, il faut le souligner. Allez, un petit passage obligé et rapide par les classements. On l'a dit, 80 points d'avance pour Verstappen. Derrière, c'est quand même très serré entre ses 5 poursuivants. Perez n'est qu'à 5 points de Leclerc. Russell est devant Sainz. Hamilton n'est plus très loin. Lando Norris, lui, est largement le meilleur des autres. Les deux Alpines sont bel et bien là, avec Alonso qui accuse toujours un retard comptable du fait de sa malchance du début de saison. Et un Valtteri Bottas qui tient, malgré un manque cruel de points qui se fait ressentir. La faute, on l'a dit, à un Daniel Ricciardo qui stagne en deuxième partie de peloton. Je vous affiche également cette deuxième partie de classement parce qu'au final, on la monte jamais, mais elle est aussi un petit peu intéressante. On a Vettel qui a pris un point et qui a égalé Gasly. Au constructeur, Red Bull a pris 35 points ce week-end, c'est 34 pour Mercedes, 127 unités d'écart entre les deux. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que Mercedes a repris 14 points à Ferrari, il n'y en a plus que 30 d'écart. Je vous l'ai dit, on sent un petit peu le truc venir, pourtant la Ferrari a largement plus de performance et je pense qu'ils ont tout entre les mains pour faire beaucoup mieux que ça. Derrière, statu quo, Alpine McLaren, toujours 4 points d'écart, et puis dans les 5 écuries du fond de la grille, il n'y a qu'un petit truc à bouger, c'est un petit point pour Aston Martin, les autres ne bougent plus, et c'est un scénario, je pense, auquel il va falloir s'habituer sur la deuxième partie de saison, car les écarts se sont réellement creusés récemment. Voici à présent mes notes, je ne prends pas le temps de les détailler car elles reprennent tout mon déroulement jusqu'ici et également tout ce qu'on a vu durant le week-end, c'est globalement assez logique. Je suis en revanche évidemment disponible pour en discuter en commentaire si vous avez des désaccords et évidemment pour ajuster si jamais vous me faites changer d'avis ou si je remarque que l'avis populaire est largement plus fort que le mien et en tout cas l'emporte. Voilà, vous pouvez faire pause, vous pouvez regarder. Je pense que ça suit des choses logiques. Certains pilotes sont durs à noter, Albon, Zhou, les Haas. Voilà, la deuxième partie de tableau, globalement, c'est dur à noter et je peux pas monter très haut. Vous me donnerez votre avis. Avant de clôturer ce déprix, on envoie beaucoup de force à Théo Pourchaire qui a remporté la course longue en Formule 2 pendant que Drugovich dégringolait. 23 points de repris d'un coup, plus que 21 de retard au classement avec 4 meetings à refaire. Moi qui croyais il y a 3 semaines que c'était devenu un mauvais pilote, et ben voilà, 3 victoires en course longue, plus 2 top 2 sur 10 exercices. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment peut-être le meilleur pilote de cette F2 en termes de talent pur. Il y a un triple header qui arrive à la reprise, c'est là qu'Alfa Romeo va décider de son avenir. C'est lui qui a le momentum, Drugovich n'arrive plus vraiment à faire de podium et commence peut-être un peu à avoir le doute. Allez Théo, c'est pour toi, va le chercher ce titre, va le chercher, il est pour toi. Et en F3, Isaac Hadjar est désormais co-leader de la série avec Victor Martins, les deux Français en tête du championnat. Ça a pourtant pas été facile pour Isaac qui avait pas un rythme de feu à la fois en qualif mais également dans les deux courses sous la pluie. Et dans la course longue, il est obligé de tirer dehors parce que les mecs devant lui se sont mis au tas, donc sa course était ruinée. Heureusement, on a un Arthur Leclerc qui a énormément de rythme, qui est peut-être le pilote le plus rapide de ce championnat, mais qui fait beaucoup de bêtises et qui du coup n'a pas marqué le nombre de points qu'il aurait dû marquer. Ça fait un petit statu quo au classement. Pour la F3, il n'y a plus que 3 meetings. Spa, Monza, Zandvoort, après c'est terminé, tout va se jouer là. Mais normalement, on devrait déjà retrouver Isaac en Formule 2 en 2023, avec peut-être le titre en bonus. En tout cas, on espère qu'il sera pour un de nos deux Français. Bref, c'est la fin de ce déprix. S'il t'a plu, pense à le liker et à t'abonner, ainsi qu'à commenter pour enrichir la discussion autour de ce week-end. Évidemment, je vous reprendrai et on pourra en débattre. Bien, maintenant, la F1 prend une pause de 4 semaines, mais ça ne sera pas le cas de la chaîne. Il y aura des vidéos tout l'été avant une grosse annonce à la rentrée. Je vous en parlerai en temps et en heure. En tout cas, ça a été une nouvelle fois un bonheur de vous servir ce déprix. Et on se quitte avec cette citation d'Enzo Ferrari. Tant que tu n'as pas touché le fond, creuse encore, Mattia. À bientôt.